nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. 40 nuances d'Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft, partie 2, c'est reparti. Olivier, Alexandre, vous êtes toujours avec nous. Oui, salut. Donc pour la forme, on rappelle que 40 nuances de Next, c'est évidemment des entrepreneurs du Next 40. On découvre ce qui fait la réussite de leur boîte, les enjeux de leur secteur. Je recommande avec Olivier, je vous recommande d'aller découvrir tout ce qu'on vient de se dire avec Alexandre Pachulski sur l'avenir des RH, la question des talents. On a aussi abordé les sujets liés à l'IA, au racisme. Donc pas mal de sujets très intéressants à découvrir. Mais maintenant... On a beaucoup parlé aussi du futur du travail, ce qui est un sujet qui intéressera beaucoup de monde aujourd'hui dans cette période confinement puis déconfinement. Mais aujourd'hui, je te laisse enchaîner, Thomas. On va parler de l'homme et de l'entrepreneur qui fait le succès. Donc Alexandre, on va parler de toi si tu veux bien. C'est un exercice auquel tu es peut-être moins habitué. Je te propose de passer, de t'allonger, de fermer les yeux et de passer donc sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Alexandre, on va pas te demander de nous raconter toute ta vie, mais seulement les faits saillants, les points marquants, ce qui t'a construit. Avec Olivier, ce qu'on aime bien, c'est comprendre, évidemment, qui sont les hommes et les femmes derrière les boîtes, et en l'occurrence là, celle du Next 40. Mais du coup, pour comprendre ça, on aime bien aller chercher, notamment dans l'éducation que tu as pu recevoir, ce que tu as gardé, et peut-être ce que tu aimerais à nouveau partager un jour à ta descendance. Ah ouais, c'est un vrai divan là. Une autre façon de poser la question, c'est oui, qu'est-ce que tu gardes comme enseignement, ou qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte, ou qu'est-ce que tu donnerais comme héritage soit à un de tes enfants, soit à un jeune entrepreneur qui aurait envie d'entendre vraiment seulement l'essentiel, la substantifique moelle. Écoute, il y a une chose qui a guidé, il y a deux éléments saillants. Mes parents ont toujours, et quand je dis mes parents, leur environnement, leurs amis avec qui j'ai vraiment grandi, et mon grand-père maternel qui est une figure importante. Il y a deux choses, c'est le respect. Respect, alors oui, on a parlé de plein de choses tout à l'heure, de racisme et autres, mais c'est vraiment le respect des différences, le respect des avis, ne pas chercher à avoir raison à tout coup, mais plutôt développer une curiosité de l'autre et de se dire tiens, c'est marrant, pourquoi il parle comme ça. Je vais pas paraphraser Keating dans Le sac des poètes disparus, mais voilà, c'est un peu, ils m'ont vraiment poussé à monter sur un bureau et de voir les choses autrement. Donc ça, capitaine, mon capitaine. Ouais, c'était une chose très forte qui a été un des marqueurs de mon éducation. Et l'autre, c'est assez bête, qu'étant donné que le sens de la vie, voilà, ça fait des millénaires qu'on essaye de comprendre comment on pourrait trouver le sens de la vie. Eux, ils avaient un peu résumé ça finalement à se dire, est-ce qu'on peut essayer d'être utile et agréable aux autres? Ce sera déjà pas mal. Donc ça, utile et agréable, c'est une chose qui m'a marqué. Utile en me disant, ça revient aussi à toutes les discussions autour de Talentsoft. Est-ce que j'ai vraiment le droit de mettre 45 ans de ma vie au travail et que ça ne serve pas vraiment à quelque chose, ça ne serve pas à la société, ça ne serve pas à d'autres, mais que ça ne serve juste à moi à ramener de l'argent. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir pu faire des études, d'avoir justement une famille qui m'a aidé à faire des études, alors qu'on n'avait pas une famille de grands bourgeois, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Et là-dessus, c'est une chance de pouvoir te poser la question, parce que beaucoup ne l'ont pas, cette chance-là. Donc je crois qu'ils m'ont aussi, une des choses clés dans ma constitution personnelle, c'est le fait de ne pas rater une opportunité, de ne pas la gâcher, parce que dans ma famille, ils en ont pas eu tant que ça, et parce qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui n'ont pas leur chance, qui n'ont pas leur opportunité, que toi, quand on a une, tu te dois, vis-à-vis de tous ces gens-là, de pas la rater. Mais ça, moi, je pense que j'ai pas beaucoup de talent. Je suis pas, je pense juste j'ai le talent, j'ai suffisamment faim et je suis suffisamment respectueux des autres pour pas gâcher les opportunités qu'on offre, le faire dans mon intérêt et de celui de tout le monde. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est une question qu'on pose parfois avec Thomas, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Avant de te laisser répondre à cette question un peu philosophico-psychologico, est-ce que moi je me fais souvent une remarque qui ressemble à ce que tu dis, c'est que finalement
il y a la question de savoir saisir les opportunités. Il y a forcément des gens qui naissent mieux que d'autres, ça c'est vrai. Et dans les RH, c'est aussi une préoccupation particulière que tu dois avoir, c'est celle de l'ascenseur social, de la progression individuelle de chacun à l'intérieur des organisations. Mais finalement, je crois quand même qu'il y a un talent que toi tu as l'air d'avoir et qu'on reconnaît souvent chez les entrepreneurs, c'est celui de savoir saisir sa chance. C'est-à-dire qu'il y a, plutôt que de dire qu'il y a des gens qui ont de la chance ou pas de chance, il y a aussi des gens qui savent la saisir. Et donc quand elle prend, donc ils prennent le train en marche, alors que d'autres ne prennent pas le train. Et très souvent, quand on est entrepreneur, il y a des gens qui vous disent « Non, c'est trop tôt, ton idée elle est bonne, mais c'est peut-être déjà un peu trop tard. » Ou alors, enfin voilà, il y a plein de raisons de ne pas y aller, en gros, et de ne pas saisir sa chance. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça et par rapport à ce que t'ont inculqué tes parents et peut-être aussi après ton parcours plus universitaire? Je crois que tu as une culture scientifique. Avant de te laisser répondre, Alexandre, on ne peut pas parler de la chance sans que je renvoie tout le monde à cette superbe vidéo de Philippe Gabillier. Bah oui, bien sûr. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous tapez cours sur la chance dans YouTube et vous devrez être ravi de découvrir son témoignage. J'avais d'ailleurs fait tout un article de blog où j'avais repris sa vidéo et j'avais appelé ça La chance est une compétence. Alors pour répondre à la question d'Olivier, moi je pense que on devient entrepreneur parce que la vie à un moment donné te donne l'opportunité. Moi je suis pas né entrepreneur. D'abord moi je voulais être musicien, je voulais pas être entrepreneur. J'ai jamais eu l'idée d'être entrepreneur dans ma vie. Je voulais être musicien. Il se trouve que les circonstances de la vie à un moment donné m'ont donné la possibilité de cofonder une entreprise. Donc j'avais 27 ans. Je l'ai fait. Et en fait, je suis devenu entrepreneur parce que je l'ai fait. Et en fait, c'est pas j'avais une qualité, j'avais une case à cocher qui était cochée et donc j'avais le droit, pas le droit. D'ailleurs, je vais faire une toute petite digression. J'ai fait la première exposition d'un de mes très bons amis de peinture sur l'île Saint-Louis. Il me dit c'est incroyable d'être là, sachant que de toute façon, j'ai toujours pensé que j'étais pas un artiste. Mais je lui dis, bah ouais, t'es pas un artiste. N'empêche que t'exposes tes peintures et ça a été choisi par un galériste à l'île Saint-Louis. Donc à partir de quand tu vas considérer que t'es un artiste? C'est pareil pour entrepreneur. On est entrepreneur, on est artiste parce qu'on est exposé ou on a déposé un cabis. Le truc par contre, pour la façon de saisir sa chance. Moi je suis devenu entrepreneur parce que l'opportunité s'est créée. La différence, ça a été que certains auraient dit, bah j'ai pas les compétences, j'ai pas les diplômes. Alors moi je peux te dire, j'avais zéro compétence puisque j'ai fait des études scientifiques et j'ai créé une boîte de conseil en RH à 27 ans. Donc déjà du conseil quand t'as jamais mis les pieds dans une boîte, c'est un concept intéressant. Quand t'es jeune, tu sais pas que c'est impossible, bah tu le fais et puis après tu te dis bah en fait je dirais pas à mon gosse de faire la même chose parce que c'était assez con en fait. Bah oui c'était assez con sauf que moi j'étais con de le faire et puis Apple a été con de me choisir aussi à ce moment-là à l'époque et puis ça s'est fait. Donc à un moment donné quand la vie te tend la main, je pense qu'il faut la saisir et de voir où ça t'emmène. Dans la mesure où, tu fais pas courir un risque à toute ta famille, tout ton écosystème, ce qui était mon cas quand j'avais 27 ans, puisque je faisais courir un risque qu'à moi. Et 2, quand tu as un minimum confiance en toi, en te disant, après tout, qu'est-ce qui fait que je pourrais pas y arriver? Et c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants à l'école. Julia Bijawi, dans le premier podcast de 40 nuances de Next, disait l'avenir appartient à ceux qui se font confiance. J'ai l'impression que tu confirmes. Évidemment. Mais du coup, la question c'est comment, c'est pas forcément inné la confiance en soi, ça dépend de ce qu'on t'a donné petit, ça dépend de ce que tu as décidé de prendre aussi peut-être toi-même plus tard. Et comment ça peut se transmettre la confiance? Alors, d'abord, je vais te dire un truc extrêmement paradoxal. Je ne pense pas être quelqu'un de confiant. Et d'ailleurs, quand on va raccrocher, je vais vous poser 57 questions. Alors, ça allait, vous croyez que je fais ceci, vous croyez que je fais cela. Et je passe mon temps à douter. Je suis pas quelqu'un qui dit, waouh, c'est pas mal ce que tu as fait. Je suis pas confiant. Mais il y a deux choses. Il y a la confiance qui confine à l'arrogance, en te disant, ce que je fais, c'est tellement fort, j'ai pas besoin de demander aux autres. Et là, je pense que tu décroît, tu meurs lentement. Mmh. Et puis, il y a la confiance qui consiste à se dire, finalement, si à un moment donné, la vie me présente ça à ce moment-là, c'est peut-être que je peux le faire. Donc, c'est pas tant confiance en toi. C'est confiance en, la façon dont l'univers pourra agencer tout ce bazar et te dire peut-être qu'à un moment donné, ça a du sens. Ne rien s'interdire. J'ai plus confiance en la vie et ce qu'elle peut me présenter que confiance en moi et mes propres capacités. Et je pense que une fois que tu dis ça, je reviens sur l'école, il faut aider les enfants à essayer petit à petit
de développer cette forme de compétence qui est de dire comment tu peux répondre positivement aux sollicitations de ton environnement, aux sollicitations de la vie. Comment tu peux penser que tu as quelque chose à apporter. Comment tu peux découvrir quoi. Ça devrait être le cœur de l'école. C'est d'ailleurs ce qui se fait à l'autre école qui a été créée par Lionel Sayag, à laquelle je suis associé. C'est centré sur l'enfant et sa propre découverte. Donc ça devrait être ça l'éducation. Et il aura bien le temps d'apprendre après l'histoire, la géographie et tout ce qu'on veut. Parce que ça, tu peux le faire après, justement quand tu as confiance en toi. L'inverse, c'est pas vrai. C'est quoi cette école ? C'est une école dite alternative, j'aime pas ce mot, mais c'est quand même une école alternative qui combine plein de pédagogies. Steiner, Freinet, De Crowley, Montessori, et qui est centrée vraiment sur l'autonomie de l'enfant. C'est vraiment centré sur l'enfant, sa propre découverte, et si tu veux, comment on sait qu'une éducation est réussie, c'est si quelqu'un a à cœur de devenir un peintre, quelqu'un a à cœur de devenir un mathématicien ou je ne sais quoi. T'as pas essayé de transformer tous les enfants en stars des maths parce que c'est ça qui permet de réussir tes études. T'as transformé les enfants en ce qu'ils pouvaient donner de mieux compte tenu de qui ils sont et de ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est un peu Billy Elliot, quoi. Parce que tu peux aider Billy Elliot à être danseur et pas boxeur. C'est ça le projet de notre école. Je vois qu'Olivier a une question. Juste, je voudrais rester sur l'école. Je discutais avec quelques entrepreneurs l'autre jour sur. Moi, j'ai fait Montessori. J'ai arrêté, je crois, pour passer en CE1. Mais j'y étais avant. Eux avaient mis leurs enfants dans d'autres écoles dites alternatives. Moi, je suis persuadé que ça fait beaucoup de sens dans la construction des enfants, comme tu le dis. Après, il y a la question de l'accessibilité, et c'est souvent des écoles qui coûtent cher et qui, de fait, créent aussi des inégalités parce que tout le monde ne peut pas se payer ces écoles. Ça tombe très bien que tu dises ça, Thomas, parce que je n'ai pas fait moi je suis un pur enfant du public, donc j'ai été dans rien de privé, et je suis très heureux de ça, et j'ai toujours dit que je préférerais mes enfants suivre cette voie-là justement pour être ouverts à tout ce qui se passe, quitte à ce que ce soit plus compliqué dans certaines situations. Il se trouve que l'autre école, moi je me suis associé à Lionel pour cette raison-là, quasiment, c'est que les gens peuvent payer en fonction de leurs revenus. Ce qui fait qu'il peut même y avoir des élèves boursiers à 300 €, et on est en train de créer, Lionel est en train de regarder pour créer une fondation pour justement subvenir aux besoins de ces enfants-là. Et à côté de ça, il y a des parents qui auraient mis leurs enfants dans l'école privée, peut-être la plus chère de Boulogne. Pourquoi ? Pour recréer une société avec toutes les classes sociales et pas faire, disons-le, un ghetto. Où si tu gagnes pas plus de tant de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros par an, tu peux pas y aller. Je suis contre ça parce que tu vas recréer des castes comme il y a en Inde, au Népal et comme il y a partout dans une société. Alors la difficulté, c'est d'aller chercher les gens qui sont boursiers parce que eux pensent que ces écoles-là ne sont pas pour eux. Ouais. Et c'est ça finalement la plus grande difficulté. Ça c'est une. Deuxième difficulté, c'est que t'assurer qu'au sein de cette école, quand des réflexes hérités des parents émergent et refont vivre des différences qui sont pas dans les gènes des enfants, tout de suite tu le stoppes en te disant je sais pas d'où te vient cette idée concernant telle ou telle différence, mais en fait elle a pas cours ici. Et ça c'est super important, c'est-à-dire que c'est une attention, c'est une attention bienveillante, mais c'est une attention à avoir au cœur de l'école aussi. Donc ça c'est un vrai projet, tu vois, d'éducation, et c'est un vrai projet de société qui est sous-tendu par ça. Tu rappelles juste le nom de l'école et après je laisse vraiment Olivier poser sa question. L'autre école, c'est à Boulogne-Billancourt et c'est fondé par Lionel Sayag. Moi, je suis effectivement passionné par ces questions d'éducation aussi, donc j'ai plein de réactions ou de questions qui me viennent. D'ailleurs, on avait reçu Pierre Dubuc d'Open Classroom, qui est par définition aussi passionné de formation et qui a lui-même une startup scale-up Open Classroom, qui est aussi une entreprise à mission. Donc, il est conscient y compris après l'école, quand on parle de formation professionnelle, que l'ascenseur social et l'intégration sociale, elle passe par la capacité à s'adapter au monde qui vient en permanence. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ensemble, là, tous les trois, on est presque en train d'écrire un manuel aussi de ce qu'il faudrait faire pour avoir des enfants qui ont la meilleure éducation possible. On a parlé de savoir saisir sa chance. On a parlé de la confiance et de la confiance en soi. Tu as aussi parlé du respect. Et je me retrouve très fondamentalement là-dedans, parce que moi, c'est aussi les trois de ces valeurs-là que je me dis vouloir transmettre à mes enfants et qu'ils n'auraient pas forcément complètement à travers l'école et le parcours scolaire traditionnel. C'est en ça qu'on peut penser que l'éducation, ça va devenir vraiment le sujet majeur des
des années à venir. Il me semble qu'il y a aussi un sujet qui manque, en tout cas moi c'est une réflexion que je me fais, en dehors de cette question de respect, de confiance et de savoir saisir sa chance, il y a également la question de la curiosité, je trouve. Et on voit bien, à travers ce que tu dis, que tu as une énorme curiosité. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi étudier, réfléchir, y compris dans le cadre de l'entreprise, peut-être à travers Talentsoft, peut-être à travers les solutions et les outils. C'est comment est-ce qu'on favorise la curiosité et donc du coup ensuite les évolutions en fonction des adaptations qui sont nécessaires, sachant que ce qui est passionnant, et c'est une phrase de Confucius, c'est de dire si tu choisis un travail que tu aimes, tu n'auras plus l'impression de travailler tous les jours. Et donc c'est aussi parce qu'on a nos propres curiosités. Toi tu disais que tu voulais faire de la musique, tu es finalement fini entrepreneur. J'imagine que tu peux continuer à faire de la musique à côté. Mais en tous les cas, continuer à ouvrir la curiosité. Moi, j'ai eu un prof à HEC qui me disait en peut-être dernière semaine, dernière heure, qui disait surtout, n'arrêtez pas de lire. Écoute, la curiosité, moi, c'est en général, tu sais, dans tous les tests, justement, qu'on peut faire à droite à gauche, des MBTI ou je ne sais quoi, ça revient toujours chez moi, effectivement. Mais la curiosité, moi, je le considère presque, c'est une nécessité et un luxe. C'est-à-dire que si t'es pas curieux, on rebelote sur tous les sujets autour du respect des différences, de l'écoute, de l'empathie. Bon, tout ça, c'est presque la curiosité. Si t'es curieux de l'autre, t'as pas besoin d'éduquer quelqu'un en disant il faudra le respecter. Si t'es curieux de l'autre, tu vas le respecter naturellement. En revanche, pourquoi je dis que c'est un luxe? Parce que moi, je m'en rends compte à titre personnel, il faut se sentir bien dans ses pompes pour être curieux. Tu vois, curieux, c'est cette personne qui part en voyage. Il y a un truc qui clignote au bout d'un chemin, il se dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis il y va. Et puis il est curieux de savoir ce qu'il va découvrir au bout de ce chemin. Et moi, c'est comme ça que j'aime voyager. Mais du coup, au bout de ce chemin, tu peux te paumer. Au bout de ce chemin, il peut y avoir une galère. Au bout de ce chemin, il peut y avoir plein de choses. Et en fait, c'est la peur de l'inconnu. Et je pense qu'il faut être suffisamment bien dans sa peau, savoir qui on est, ce qu'on a envie de faire, se connaître, comment on peut réagir. Il faut un petit peu tout ça aussi pour être curieux. Parce que finalement, quand quelqu'un est en train de tabasser, de lutter, d'être harcelé dans son entreprise ou d'avoir des difficultés dans la vie, tu dis ah mais sois curieux un petit peu. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te dis est-ce que je suis vraiment prêt à avoir une autre galère? Et tu sais, moi j'avais un de mes rapporteurs de thèse, Armand Actuel, qui me disait il n'y a pas de grande théorie sans petits exemples. Pour moi, la curiosité, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Moi, je suis abonné à un truc qui s'appelle la Cinétech. Je vous le conseille, c'est une super plateforme de streaming. Ouais. Et je suis en train de découvrir tous les classiques que je connais pas. Le problème de la curiosité, c'est que parfois je passe de très mauvaises soirées. Parce que dans les classiques, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Alors que si je me revois pour la 57e fois Indiana Jones et le Temple Maudit que j'adore, quelque part, je sais que je vais passer une bonne soirée, tu vois ce que je veux dire? C'est ok. Mais, est-ce que je vais m'enrichir? Mais la question, est-ce que j'ai le luxe? Est-ce que j'ai assez de temps? Est-ce que ça va suffisamment bien dans ma vie pour me passer des soirées pourries à découvrir des filles que j'aime pas? Et je t'assure que derrière ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer un petit peu pourquoi les gens sont curieux ou pas. Donc il faut être assez bienveillant vis-à-vis des gens aussi qui le sont pas et créer des conditions pour qu'ils le deviennent. Et ensuite, excuse-moi Thomas, je réagis juste parce que je pense du coup à une sorte d'autre valeur en fait qui peut-être qu'on n'a pas abordé, qui est un peu atypique. Je vous la pose en format énigme. Qu'est-ce qui manque selon vous si on prend un jeune qui arrive sur le marché du travail, qu'on trouve curieux, qui a une certaine confiance en lui, qui a effectivement le respect pour l'autre et qui sait en quelque sorte saisir sa chance et saisir les opportunités. D'après vous, qu'est-ce qui peut encore lui manquer? Tellement de choses. L'énigme d'Olivier. Non, mais écoute, le premier truc qui vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est la générosité. Parce que la question, c'est... alors, pour information, on parlait de mon bouquin quand on a préparé le podcast, unique, avec un S entre parenthèses. Si j'ai mis un S entre parenthèses, c'est que quand tu pousses les gens... Par exemple, tu prends la personne que tu viens de décrire, s'il fait tout ça, mais que ça devient la star de ton entreprise, mais dans son propre intérêt, les yeux rivés sur sa propre réussite et sur sa propre carrière, si tant est que ce mot existe encore, c'est pas intéressant. Et je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il puisse vraiment être une star aujourd'hui s'il est comme ça. Je pense que ce qui pourrait manquer à cette personne-là, c'est la générosité, c'est l'envie que ça serve aux autres. Et ça va être ça, pour moi, le point la qualité déterminante des décennies à venir. Est-ce que j'ai envie de mettre à profit toutes mes qualités pour les autres ou dans mon propre intérêt? Et avec cette réponse, j'aime beaucoup cette idée de générosité, effectivement. Et tu vois, je pense qu'effectivement, elle manquait.
Moi, j'avais en tête, Thomas, tu avais peut-être une autre idée, mais moi, j'ai en tête quelque chose qui est assez difficile à définir, mais qui, dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours, est utile et pas facile à inculquer à ses enfants. Ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est le sens de l'humour. La réalité, c'est qu'effectivement, les gens qui se prennent trop au sérieux, qui ont trop confiance en eux, etc., peuvent devenir finalement un peu pénibles, donneurs de leçons, etc. Et c'est vrai que le sens de l'humour fait partie, je trouve, aussi des qualités relationnelles qu'on peut avoir dans une culture d'entreprise aussi, d'ailleurs, et qui fait qu'on a plaisir à se lever le matin. Moi, ce sur quoi je voulais rebondir quand tu évoquais cette curiosité, Alexandre, ça me faisait penser à ce que nous disait Eric Labonardia. C'est marrant parce qu'à travers Alexandre, on est capable presque de reciter l'ensemble des invités qu'on a eu dans 40 nuances de Next pour un autre sujet sur l'héritage. Ça veut dire que j'ai aucune personnalité ou ça veut dire quoi? Ah non, je pense que tu es très complet. Ça veut dire qu'il y a une synthèse. Mais du coup, Eric qui nous disait son plaisir d'aller ouvrir des brèches, de découvrir des sentiers encore jamais traversés. Et fin de la parenthèse, mais ce que je trouve intéressant quand tu parlais de la curiosité pour les autres, c'est aussi d'avoir de la curiosité pour soi-même. On est, je pense, jamais entièrement complet et d'essayer aussi de se chercher continuellement en se disant qu'on n'a pas complètement fait le tour des possibles personnels. Ça fait aussi partie de ce qui est bon, je trouve, dans la curiosité. Ah, mais alors là-dessus, juste pour une micro-parenthèse sur le sujet, tu as le bouquin, le best-seller de Carol Dweck, Mindset, qu'il faut lire, qui fait un peu la synthèse de toute cette discussion autour de la curiosité. Elle te dit la chose suivante. Des gens qui refusent des feedbacks, donc qui sont pas curieux de la vie des autres, c'est parce qu'ils considèrent qu'en fait, à la naissance, ils ont une sorte de capital qui ne pourra pas grandir, qui ne pourra pas se développer. Donc, en fait, ils se considèrent comme une forteresse à défendre. Donc, à chaque fois que tu donnes un feedback ou tu fais une critique, tu égratignes leur capital. D'autres se disent que tu n'as qu'un capital de démarrage et tout le but de la vie, c'est d'enrichir, de faire fructifier ce capital. Et tu as besoin de la vie des autres. Sinon, tu peux pas le faire fructifier parce que tu sais pas comment tu peux t'étendre. Et là, tu vois, c'est la boucle est bouclée sur l'éducation, sur tout ça. Faut pas... L'inné, ça existe. Le sens du rythme, ça existe. Mais quand tu vois certains joueurs de tennis qui n'avaient pas de talent inné, je suis désolé, j'ai donné une référence de vieux, hein, mais tu prends un Thomas Muster, le gars, il avait juste un gros coup droit, mais c'était pas Federer. Ah oui, celle-là, je l'ai pas, là. Oui, désolé, hein, c'est vraiment une référence de vieux. Mais cela dit, je peux citer aussi Lacoste, j'étais pas né dans les années 30. Hein. Non, moi, j'étais un grand fan de Thomas Muster, par ailleurs. Voilà, Thomas Muster, je n'égratignerai pas Thomas Muster en disant qu'il était loin du talent d'un Djokovic ou d'un Federer. Il a eu un accident qui fait que normalement, il pouvait même plus remarcher. Mais c'était un tel bosseur que je crois qu'il a été numéro 1 mondial. Alors, probablement 2-3 semaines, pas beaucoup plus. C'est désolé si je commets une erreur tennistique. Mais voilà, il est quand même devenu. Ça veut dire ça. Tu as un capital. Mais si tu bosses, c'est sûr que tu pourras en faire quelque chose. Même si c'est vrai, ton capital il est vachement plus petit que celui d'un autre. Moi, je crois profondément, finalement, à la valeur du travail, mais au sens capacité à transformer ton matériau initial. C'est vrai que je crois profondément en ça. Après, et avec tout ce qu'on s'est dit, l'opportunité ou chance, et tout ce qu'on s'est dit, mais si tu crois pas à ça au démarrage, ça va être compliqué, quoi. Moi, je pense du coup au revers de Kuerten qui montre que on peut faire différemment et arriver à de beaux résultats aussi. Bref, ou au service de McEnroe ou à tout ce qu'on veut, on pourrait parler 3 heures du tennis. Mais ça tombe bien parce que souvent Olivier aime bien rappeler que 40 nuances de Next, c'est aussi un peu les stars entrepreneuriales comme on a nos stars artistiques de la TP. Sportives. Tout à fait. Juste pour conclure sur cette partie-là et on va enchaîner. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais mêler l'utile et l'agréable. Tu as beaucoup parlé de l'utile et du coup, je pense que de digression en digression, on a oublié l'agréable et ce serait dommage de s'en passer. L'agréable, tu veux que je te parle de ce qui est agréable pour moi ou Par exemple, mais tu disais que c'était important dans ta vie, dans ta réflexion, de toujours essayer de trouver à la fois d'être utile, mais aussi d'aller chercher ce qui est agréable. Et là, on va peut-être plus sur le sens. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi sur le sens de l'humour d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu prends un génie et que tu pars en vacances avec lui,
finalement, il te sera peut-être très utile parce qu'il va t'apprendre un millier de trucs, mais peut-être qu'au bout de 3 jours, tu préférerais rappeler un pote ou une pote qui est beaucoup moins utile, mais avec qui c'est agréable de passer une semaine. Ben, je pense que l'utile va pas sans l'agréable parce que je crois assez peu finalement à la lutte au sens de l'effort, le truc qu'il faut absolument faire, que c'est pénible. Même chose, je prends l'exemple des gammes. Les gamins qui veulent pas faire de piano parce que les gammes c'est pénible, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que les gammes pouvaient apporter. Les gammes c'est utile. Il faut que ça devienne agréable. Si les gammes c'est juste utile, mais c'est désagréable, je t'assure, c'est exactement tous ces gamins qui arrêtent le piano dès qu'ils en ont la possibilité parce que ça les a saoulés. Mais après, il y a aussi d'autres pédagogies pour leur apprendre à faire du piano. Oui, bien sûr, je te prends cet exemple-là parce que moi j'ai un rapport aux gammes qui a beaucoup changé avec le temps, donc je suis désolé. Donc je pense que l'agréable, c'est effectivement, mais c'est pour ça que je prenais cet exemple-là. Si tu donnes le sens et t'expliques qu'avec ces gammes-là, ça te permettra d'avoir un délié qui te permettra d'improviser, qui te permettra de sentir bien, qui te permettra de travailler ton toucher et qui te permettra, en travaillant ton toucher, de faire résonner un peu ton âme, parce que c'est ça le but d'un artiste. Ah bah, crois-moi, les gammes, c'est pas juste bouger des doigts sur un piano, c'est beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est ça l'agréable aussi, c'est trouver du sens à ce qu'on fait, l'expliquer et trouver aussi d'être curieux de soi et des autres pour trouver qu'est-ce qui fait qu'ils auraient plaisir à faire ce qui est utile pour eux. Et je pense qu'il faut vraiment combiner ça parce que c'est aussi le propre des régimes. Hein. Les gens qui font un régime parce qu'ils en ont besoin mais qu'ils se privent, tu sais exactement qu'ils reviennent parfois même encore plus gros que ce qu'ils étaient avant parce qu'ils se sont trop privés. C'est pour ça que je crois à l'agréable. L'agréable, c'est la chance qu'on se donne de réussir ce qu'on a à faire. Si c'est désagréable, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Alors après, comment tu dis ça à quelqu'un qui est au fin fond d'une usine, en train de faire un boulot qui lui plaît pas, qui est super utile, en disant « Ouais, mais mon gars, c'est super utile, faut essayer que ce soit agréable ». C'est pour ça que là aussi, faut prendre tout ce que je dis avec des pincettes. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir tirer peut-être profit aujourd'hui de tout ce qu'on se dit. Mais peut-être que nous, notre boulot, c'est de réfléchir à ces gens et de se dire « Waouh, il faudrait quand même que ça change parce que c'est pas possible que nous, on ait cette conversation et qu'à côté, ils ramassent autant, quoi ». Et heureusement, il y a un monde en dehors du travail qui fait que même quand on travaille peut être pénible, et évidemment on cherche le sens dans ce travail, mais d'aller chercher aussi ailleurs ce qui peut, voilà. Alors c'était la transition parfaite, merci Thomas, parce qu'effectivement l'agréable, tout dépend du travail qu'on a, et comme le disait Confucius que je citais tout à l'heure, l'idéal c'est d'avoir un travail et qu'on adore, et donc on oublie que c'est un travail. Mais ça nous intéresse aussi du coup de sortir un peu de ce monde du travail dans cette nouvelle rubrique, Alexandre, dont je lance le petit jingle. S'inspirer. Respirer. Je me sens toujours mieux moi après ce jingle. S'inspirer, respirer. S'inspirer, respirer, ça prolonge la séance canapé d'Alexandre. Et de Talentsoft, ce qui est bien, c'est aussi de réfléchir, en tout cas d'entendre comment un entrepreneur s'inspire. Alors ça peut être en dehors du travail justement, et c'est cette petite parenthèse qui nous permet de sortir de l'entreprise en tant que telle, mais c'est aussi parce que on cherche à inspirer, nous, des jeunes entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, ou parfois on dit des wannabe entrepreneurs, ou parfois des entrepreneurs déjà confirmés, mais qui ont besoin de passer à l'étape d'après. Très souvent, on dit que les entrepreneurs, ils lisent beaucoup. Souvent, ils lisent des livres de management. Mais toi, tu as déjà parlé beaucoup de tennis, tu as parlé de musique, tu as cité des auteurs. Donc, on sent déjà que tu es inspiré, que tu es curieux. Et ça nous intéresserait de savoir qu'est-ce que tu aurais envie de partager dans ce domaine-là, qu'il soit culturel, artistique, etc. Enfin, où est-ce que tu vas te ressourcer toi-même, si le mot ressourcer est adapté? Écoute, je peux te parler très concrètement. Moi, j'aime bien parler du présent. Donc, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant. Donc, tu vois, quand même, on est dans le thème. C'est un philosophe qui parle de développement durable. Ça, je lis pas mal en ce moment de bouquins autour de ça, liés à ce qu'on a vécu dans le confinement, avec cette idée de se dire comment on pourrait faire différemment. Je suis tombé sur Baptiste Morisot parce que j'ai lu un bouquin d'Éric de Carmel sur l'ABCD de l'écologie joyeuse. Ça, c'est plutôt pour comprendre, finalement, comment on pourrait faire autrement dans la société et que mes belles idées de green, de ceci, de cela, comment ça pourrait prendre corps dans l'entrepreneuriat social. Ensuite, je suis en train de relire Stéphane Zweig et le joueur d'échecs, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que je raconte autour de l'intelligence artificielle que je peux trouver là-dedans. Mais dans le même temps, je suis en train de lire un bouquin sur Star Wars,
un très beau livre illustré qui explique sur les archives comment George Lucas a construit tout son projet alors qu'on n'arrêtait pas de lui dire qu'en gros c'était impossible, que c'était pas attendu. Je cite souvent la biographie de Bruce Springsteen qui est un exemple de révélation du talent en monde hostile. C'est vraiment une bible là-dessus. Et puis je regarde, il y a une plateforme que j'adore qui s'appelle Masterclass, qui est quand même bien foutue et tu vois, j'utilise beaucoup dans mes conférences de références à ces masterclass, notamment à celle d'Aaron Sorkin, qui est le scénariste de La Maison Blanche, du Social Network, qui t'explique comment construire un film. Et puis à côté de ça, à chaque fois que je peux, quand je regarde un film justement comme je disais sur la Cinétech, je me renseigne sur le réalisateur. Là en ce moment, je suis plongé dans Jacques Demy. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est plutôt sur la notion de design, comment ça a inspiré Wes Anderson. Donc en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est comment les choses se construisent. Que ce soit les livres dont je vous ai parlé sur le développement durable ou comment on pourrait construire notre société. Que ce soit Springsteen sur comment on construit sa carrière. Ou que ce soit Aaron Sorkin sur comment on construit un scénario, c'est comment on passe d'une idée à sa réalisation. C'est ça qui me fascine, moi. Et je me nourris de tout. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est si je regarde 3 films sur Jacques Demy, mais je comprends pas pourquoi il a fait ça, ça va pas tant me servir à moi finalement que juste passer un bon moment. Donc il faut avoir la curiosité de se dire, mais comment la personne a fait ça, quoi. Donc voilà un peu ce qui me nourrit, quoi. Ça me fait penser à Alexandre Astier qui est brillant, hein, qui est Oui. notamment l'auteur, réalisateur, créatif, musicien et donc réalisateur de Kaamelott. Lui, ce qu'il disait dans une conférence, c'est que c'est peut-être un peu chiant pour sa femme, mais en gros, il met un réveil à 3h, 4h, 5h, 6h du matin pour être réveillé en plein rêve et noter tout de suite sur Evernote la construction de ses rêves, parce qu'il est persuadé que ça peut. Alors ça, c'est des trucs. Moi, c'est le genre de choses que je retiens d'une conférence. Toi, s'il y a des petites choses dans ce qui permet la construction que tu as retenu de tes lectures ou de ce que tu as pu entendre ou voir, très, très concrètement, qu'est-ce que tu peux garder et partager? Dans la phase de comment je m'y prends pour retenir des choses ou ce que j'ai retenu là récemment? Non, pardon. Oui, non. Ce que tu as retenu ou des choses que tu as gardées pour toi dans cette manière de passer de l'idée, de l'envie à la réalité dont tu parlais. En fait, moi, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est, on est sur 1000 trucs à la fois, c'est très dur. Donc moi, la moindre des idées, tu vois, cette nuit, il m'est arrivé la même chose. J'ai eu une super idée j'avais une musique dans la tête géniale toute la nuit. J'ai toujours un petit dictaphone à côté, je chante un air. Tous mes articles de blog partent d'une réflexion. Là, tu vois, j'ai noté une réflexion sur la curiosité. C'est sûr que j'en ferai un article de blog. Dès que j'ai quelque chose qui est dès que je lis un livre, je fais une petite note. Parce que je sais que dans 1 an, dans 2 ans, dans 2 mois, j'aurai oublié. Donc je note tout. Et j'ai Evernote, grosso modo, c'est mon cerveau. C'est l'extension de mon cerveau, Evernote. Alors si je perds mon abonnement Evernote, j'espère que je vais pas devenir, ce sera pas une lobotomie. Mais donc je note tout et je classe. Donc je dis ça c'est plutôt pour le blog. Tiens, ça c'est plutôt une idée de musique. Tiens, ça c'est plutôt une idée de bouquin. Et après, je me replonge. Est-ce qu'il y a des rubriques ou des dossiers que tu n'as jamais utilisés, mais que tu as en tête pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je? Ouais, il y a une rubrique roman que j'ai ouvert. J'ai un roman dans les pattes depuis que je suis à la fac. Donc là, j'écris quand même le 4e livre sort au mois d'août. C'est toujours pas un roman. Donc cette rubrique-là, tu vois, c'est un peu la synthèse aussi de tout notre échange. Cette rubrique-là, je l'ouvre pas parce que je crois que je souffre toujours du syndrome de l'imposteur et que je me crois toujours pas capable. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir que je le fasse. C'est que ça me fait encore peur, ça. On est dans la rubrique toujours personnelle et c'est vrai qu'on avait là aussi une question qui vient de l'extérieur de quelqu'un que tu connais bien, qu'on va te proposer. Vous avez un message. Salut Alex, salut Logic. Écoute, moi j'ai une vraie question pour toi. C'est de savoir d'où vient cette sérénité. Voilà, en tant qu'entrepreneur, on est toujours hyper stressé, toujours dans l'inconnu. Et voilà, à chaque fois qu'on déjeune ensemble ou qu'on prend du temps pour parler, je sens toujours une extrême sérénité et ça m'impressionne. Donc, quel est ton petit secret? Donc c'est Ludovic Huro, hein, pour préciser, donc qui était un des fondateurs d'Attractive World, qui l'a vendu, qui aujourd'hui a fondé Shaper.
Et C'est un garçon extraordinaire, hein, by the way. Ludo, c'est vraiment, pour le coup, on parlait de cœur en entreprise. C'est vraiment un garçon qui fait les choses différemment, avec beaucoup de cœur. Et ça m'étonne pas du coup que ce soit lui qui me pose cette question-là. Et lui, il est basé que sur les relations humaines. Donc c'est vraiment quelqu'un d'humain, profondément humain. La sérénité, alors d'abord, il faut pas se tromper. Je suis peut-être pas toujours serein, mais je pense que vous l'avez peut-être ressenti aussi avec cet échange-là. J'ai conscience de la chance que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, est-ce que je suis en droit de me plaindre? Est-ce que je suis... il peut m'arriver 1000 galères, comme n'importe qui, mais je peux pas me plaindre, parce que j'ai eu beaucoup de chance, pour le coup, dans ma vie, d'avoir ces opportunités. Ok, j'ai su saisir, mais aujourd'hui, je suis à un endroit où je suis bien, un endroit où je me sens utile et agréable. Agréable pour moi, en tout cas, j'espère que je le suis pour les autres. Et du coup... et ben voilà, tout le reste, c'est des choses à régler, mais je considère pas que mes problèmes, à l'aune de ce que vit la planète, je suis désolé, ça fait un peu lénifiant ou bébête de dire ça, mais quand même, quand je me réveille le matin, je me dis qu'est-ce qui pourrait vraiment m'arriver de grave, la même chose que n'importe qui, hein. La perte d'un proche, quelque chose qui me toucherait dans mon tréfonds et qui altérerait profondément mon bonheur. Mais vu que je ne peux pas maîtriser ça, je peux pas me lever tous les matins avec cette peur-là. Et pour le reste, les problèmes que je pourrais avoir au travail, je peux pas comparer mes problèmes. Il suffit d'ouvrir Le Monde ou d'allumer la télé pour se rendre compte de ce que vivent les gens dehors. Donc, voilà, il faut juste un peu relativiser nos situations. Et encore une fois, j'ai des problèmes. Il y a des jours où ça va pas, où j'ai des soucis. Peut-être juste que, du haut de mes 46 ans et de ma seniorité annoncée en début de podcast, voilà, je sais juste relativiser mes problèmes à l'aune de ceux de l'humanité et de me dire ça va aller, quoi. Ça va aller. Mais moi, je rappelle aussi que, je me permets de t'interrompre, mais je rappelle, bon, on parlait de ton âge, mais bien sûr, je te rassure, je suis même un peu plus âgé que toi, donc tu es vraiment jeune. Et par ailleurs, Talentsoft, c'est quand même une société qui a été créée en 2007. Vous avez plus de 700 salariés. Donc on peut comprendre qu'effectivement, tu mesures en quelque sorte un peu le parcours réalisé, même si tu disais que tu n'avais pas confiance en toi. Et d'ailleurs, c'est le propre, je trouve, d'un certain nombre de très bons entrepreneurs, ou en tout cas moi, ceux que j'apprécie, c'est qu'ils ont toujours aussi cette forme d'humilité. Ce qui est aussi une forme d'humilité, c'est de reconnaître sa chance. Et malgré tout, avec un peu d'humour, on voulait te proposer de répondre à une autre question qui est une question qu'on va t'adresser après ce petit jingle, qui va te permettre de réagir aussi sur ce qui a pu éventuellement moins bien marcher dans ton parcours. Wow. C'est la rubrique La Claque. On trouvait ça sympa en termes de ponctuation, c'est de se dire voilà, apparemment, effectivement, Alexandre, il est ce que nous disait Ludovic Huro, il est très serein. On sent aussi qu'il est très curieux. Il lit beaucoup. Il a beaucoup de succès dans son entreprise. Il a beaucoup de clients. Donc, il a une vie équilibrée. Il a une culture importante. Pour autant, on imagine bien que le parcours n'a pas été sans embûches. Donc, la claque, c'est toi qui l'as choisie. Elle peut être récente ou ancienne, mais elle doit être mémorable. Ma plus grande claque, c'est, je vous l'ai dit en début d'émission, c'est que je voulais être musicien et ça vous aura pas échappé. Si j'avais réussi dans la musique, vous seriez les premiers au courant. Donc, je me suis pris un nombre de claques vis-à-vis de directeurs artistiques terribles. Et là où elles étaient terribles, j'ai même créé une société de production. En fait, j'ai créé 3 entreprises. La deuxième s'appelait Princesse Production et je n'ai même pas eu le temps de sortir le premier titre, puisque pour le coup, encore une fois, vu que je suis un peu vieux, c'était avant Spotify, que j'ai déjà dû fermer la boîte de prod tellement il y avait de charges et compagnie. Et la pire, c'est les directeurs artistiques qui me recevaient dans leur bureau, je pense notamment chez AZ, chez Universal, qui me dit ouais, t'es dans les 10% de ce que j'entends de mieux, mais tu seras jamais dans les 5% que je signerai. Ça, c'est une belle claque, tu vois. C'est-à-dire que t'es le numéro 4 du podium. T'es là, t'es reçu, et le gars te regarde avec un grand sourire en te disant... C'est la fameuse 4e place sur le podium, oui. C'est terrible. Et là, le problème de la musique, c'est que la musique, tes chansons, c'est toi. Il n'y a aucune distanciation, pour le coup, entre ce que tu crées et qui tu es. Donc, quand tu te dis ça, ça revient te dire, tu vois, tu vaux pas la peine. Je peux t'assurer que quand tu rentres chez toi... Et je te parle même pas de toutes les claques du début de Talentsoft où on m'expliquait pourquoi ça ne marcherait jamais
et que de toute façon, du simple fait d'être français et pas américain dans le software, on n'avait aucune chance. Là, on pourrait faire une émission de 4 heures avec. Tu nous donnes des idées, ça marche. On peut retrouver quelque part une de tes créations musicales ou c'est aujourd'hui impossible, même en farfouillant bien sur le web? Non, je pense que c'est assez compliqué, si tant est que ce soit souhaitable. Et en fait, c'est compliqué pour une raison simple, c'est que j'avais choisi un nom de scène. Et puis en fait, c'était quand même il y a un moment, et donc je continue la musique, mais voilà, aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que je suis en train de faire maintenant, et je réécoute pas forcément ce que je faisais hier avec. Est-ce qu'Alexandre va nous révéler son nom de scène? Eh ben non. Est-ce qu'il aura trouvé? Tu l'auras compris. J'en étais sûr. Tu l'auras compris. En tout cas, tant qu'il y aura des interviews autour de Talentsoft et du Next 40, je me garderai de. Tu veux préserver ta marque et ton storytelling. Pour l'instant, et puis encore une fois, parce que j'ai pas suffisamment confiance en ce que je faisais pour l'afficher comme ça, quoi. On redemandera peut-être en off avec Olivier. Pas grand monde qui le fait. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer à la carte blanche d'Alexandre. Donc, tu l'auras compris, hein, juste après le jingle, tu auras carte blanche pour évoquer le sujet de ton choix. J'aime bien dire que c'est un mini TEDx, et je crois que les conférences TED, avant de monter sur scène, pour la préparation, on te dit s'il y avait une chose à partager de toute ta vie et de tout ce que tu as appris avec le monde, ce serait quoi? Alors, c'est peut-être un peu grand, parce qu'on a déjà abordé beaucoup de sujets qui étaient chers à tes yeux. Donc, la carte blanche d'Alexandre Pachulski, c'est après ce jingle. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, en fait, c'est toujours pareil, c'est comme la chanson, c'est le prochain titre, et le prochain titre, c'est le bouquin que je sors le 19 août qui s'appelle Génération IA, 80 films et séries pour décrypter l'intelligence artificielle. Pourquoi ça me tient à cœur aujourd'hui, au-delà du fait de sortir le livre, c'est que ce livre, pour moi, c'est plutôt une alerte vis-à-vis ou une injonction à tout le monde de démystifier le sujet de l'intelligence artificielle, de s'y intéresser, d'arrêter de considérer que c'est un objet lointain qui ne concerne que des scientifiques ou les GAFA. Je pense qu'en fait, c'est un sujet qui est éminemment politique, parce qu'en fait, la technologie en général, et l'IA en particulier, c'est là pour nous aider, c'est là normalement pour faciliter nos vies, comme tout ce qui a permis jusqu'à présent de l'automatiser. Mais de grands risques courent autour de l'IA, le remplacement des emplois d'un côté, le mauvais usage de nos données de l'autre, nous transformer en super consommateurs en étant encore plus pertinents dans ce qu'on va nous pousser, alors que l'IA pourrait être tout l'inverse. L'IA, ça pourrait être un compagnon, un assistant, quelqu'un qui justement nous aide à nous découvrir grâce aux données qu'on lui confie, qui nous pousse un peu à la manière d'un assistant ou d'une assistante pour un CEO, les opportunités, les gens à rencontrer, qui nous aident vraiment dans notre vie de tous les jours. Et malheureusement, je trouve que ça en prend pas le chemin, puisque les gens aujourd'hui qui s'approprient du sujet sont des gens qui sont dans une sphère éminemment commerciale. Donc moi, je pense que l'IA dans l'éducation, dans la santé pour être utile, l'IA dans l'art, de par ses possibilités créatives pour être utile, et pourquoi pas aussi dans nos relations humaines, c'est déjà le cas avec pas mal de réseaux sociaux de rencontres, mais on pourrait le faire bien mieux, bien plus qualitativement, avec de bien meilleures valeurs. Donc c'est vrai que ce bouquin Génération IA, c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui, parce que finalement c'est un peu un acte pour le coup citoyen de demander aux autres citoyens de s'intéresser au sujet, d'y prendre part et de prendre conscience que chacun à notre échelle, on peut éduquer les IA qui nous serviront demain, ou au contraire, qui nous compliqueront un peu plus la vie, et c'est vraiment pas ce que je souhaite, et j'aimerais œuvrer à ma mesure à faire de ce sujet-là un vrai sujet politique citoyen qui concerne tout le monde. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager. Il manque qu'une chose à cette belle vision de l'avenir de l'IA, c'est la voix de Scarlett Johansson. Ah ouais, mais ça, peut-être que justement, il suffit de revoir Her et puis tout va bien. Est-ce que tu peux nous dire chez quel éditeur et quand le livre sera disponible? Oui, c'est chez EPA, donc une maison d'achète, et c'est disponible le 19 août. Parfait. Et ça devrait vraiment, pour le coup, joindre l'utile à l'agréable, parce qu'il y a vraiment tous les films et les séries qu'on aime. Il y a un décryptage, si tu veux, d'un jour sans fin pour le machine learning, ou de la vie des autres pour les problèmes de data. Et t'as pas forcément vu les films comme ça, et c'est ça que j'ai envie de partager, rendre les gens curieux autour de tous ces films. Qui est d'ailleurs un livre de cinéma, hein, Bazo. Bon conseil de lecture pour la fin de l'été, parfait. Ce que je propose peut-être, Thomas, c'est qu'on se lance dans Sista, puisque là aujourd'hui on est trois hommes en train de discuter.
mais c'est vrai que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a aussi envie de mettre un coup de projecteur sur les femmes entrepreneurs. Oui. Donc, Alexandre, tu vas pouvoir nous proposer et attirer un petit peu les micros vers une femme entrepreneuse ou start-upeuse qu'on pourra ensuite aller interroger en ton nom et qui fera la conclusion de ton podcast. Elle s'appelle Oui, Clara Deletraz, mais tu vas nous en parler juste après ce jingle. Donc oui, ton choix Sista s'est porté sur Clara Deletraz. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Elle est patronne de Switch Collective. Pourquoi cette femme? Alors, elle a cofondé Switch avec Béatrice Moulin. C'est une femme qui est très intéressante parce que justement, elle a beaucoup des valeurs dont on parlait aujourd'hui et elle met son talent à disposition en fait de tous ceux qui sont un peu perdus, qui dans leur vingtaine, trentaine ou quarantaine se disent qu'ils sont pas là où ils devraient. Et elle a donc confondé Switch Collective, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, ce que les entreprises d'accompagnement professionnel pourraient être dans cette décennie où il y a un mix de bilan de compétences, de questionnement sur soi, même de méditation, de lecture, beaucoup de relations humaines autour de promotion qui se créent aussi. Donc ça mixe vraiment, ça met l'humain au cœur de son propre développement, ça le met dans un climat de bienveillance qui l'autorise à se poser des questions et avoir les réponses qui parfois font un peu peur quand on découvre que finalement ce qu'on adorerait faire est assez loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ces deux jeunes femmes, Clara et son associée Béatrice, prennent vraiment les gens par la main de façon très bienveillante, efficace et intelligente pour les amener à se poser les bonnes questions. Et il y a beaucoup de gens qui ont, donc selon le terme, switché et ont bifurqué dans leur vie, je pense grâce à elles. Donc c'est pour moi un peu c'est une entreprise qui a du sens et Clara fait vraiment les choses bien avec du cœur. Voilà pourquoi je voulais la mettre en avant parmi toutes les autres femmes entrepreneuses qui font aussi de bien belles choses. Mais il fallait en citer une, donc j'ai choisi Clara. Parfait, bah écoute, merci. Je connais bien Clara qui a aussi été très active à la French Tech avant de lancer son entreprise. Exactement. C'est un très beau choix de personnalité. Donc si tu avais une question à lui poser, en ton nom. N'oublions pas la question. Tout à fait. Que Solène lui posera en ton nom. Justement, j'aimerais bien savoir, selon elle, au fur et à mesure de ces dizaines de promotions, quelle est la qualité qui, selon elle, permet aux gens de se lancer dans un Switch et de le faire avec succès. S'il y a une qualité à retenir, quelle serait-elle? Eh bien, cette question, on lui pose dans quelques instants. Je pense qu'il est temps, Olivier, de remercier Alexandre. C'était de passionnants échanges, tant sur l'avenir du monde du travail qu'on peut retrouver dans l'épisode précédent avec ton regard d'entrepreneur de Talentsoft. Mais moi, personnellement, je préfère toujours cette partie perso où on refait le monde. Donc, c'était vraiment passionnant. Un grand merci à toi. Merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant pour moi aussi, j'espère que ce sera pour les gens qui nous écoutent. Merci Alexandre, c'était génial, j'ai passé un très bon moment radiophonique. Elle est celle qui accompagne celles et ceux qui veulent entreprendre un switch dans leur vie professionnelle. Elle a cofondé Switch Collective avec Béatrice Moulin. Elle est la sista d'Alexandre Pachlouski, j'ai nommé Clara Deletraz. Bonjour Clara. Bonjour Solène. Alors Clara, chez Switch Collective, vous associez votre marque à des films et séries cultes. Du coup, plutôt que de demander un traditionnel pitch, pourrais-tu nous dire quel film ou série représente le mieux Switch Collective et pourquoi ? Question pas évidente parce qu'effectivement, si vous allez faire un tour sur notre site internet, on fait référence à plein de séries et plein de films cultes et moins cultes, actuels et moins actuels. Nous, l'idée en tout cas, c'était par rapport à la notion de changement de vie, c'était de décaler aussi un peu la manière dont on a l'habitude de parler de ce sujet, de dédramatiser un peu les choses, et puis de faire appel à plein d'images qui nous ont marqué dans notre enfance, notre adolescence, pour se redonner aussi un peu l'envie de
de rêver et de se projeter dans autre chose. Et c'est vrai que c'est ce qui nous avait guidés au départ avec Béatrice, parce que quand on s'était nous-mêmes retrouvés à des questions de changement professionnel et qu'on a essayé de trouver des solutions de coaching et d'accompagnement classique, on s'est retrouvés dans un monde qui nous parlait pas du tout. Donc voilà, c'est aussi ce qui a été à l'origine du projet. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est pas évident parce que il y a énormément de films et séries dont on se sert de l'iconographie. Là, ce qui me vient comme ça tout de suite, et ça n'a rien à voir il y en a qui ont à voir avec le changement de vie, d'autres un peu moins. J'ai juste la série Friends qui me vient parce que en fait, nous chez Switch, dans Switch, le nom de notre projet, il y a Switch Collective, et le mot collectif est hyper important. Et on pense que en fait, quand on veut entamer une transition quelle qu'elle soit, c'est hyper important d'être bien entouré et de faire levier sur la force du collectif et du collaboratif. Et nous, c'est vraiment ce qui est au cœur de tout ce qu'on fait, de toute notre méthode. Donc c'est ça que je pensais à Friends là comme ça, parce que voilà, il y a cette notion de groupe hyper soudé qui évolue ensemble. Et puis j'ai juste envie de citer un film que je sais pas si vous connaissez, mais qui est très culte, qui était culte dans les années 90, qui s'appelle Tootsie, avec Dustin Hoffman, qui rêve d'être journaliste et qui se travestit en femme du coup. Et bon, je pense à ça parce que c'est un switch intéressant et que je trouve que c'est un super film. Voilà. Et c'est un switch réussi. Ouais, alors je vais pas gâcher la fin. C'est un truc plus ou moins réussi parce qu'il essaie de se travestir, de se faire aussi passer pour ce qu'il n'est pas. Donc la morale de l'histoire, je vous laisserai regarder le film, mais ça dit aussi à quel point je pense c'est important et c'est ce qu'on essaie de véhiculer et d'apprendre, de transmettre avec Switch, l'important de bien se connaître pour essayer de faire quelque chose qui soit aligné avec qui on est, avec ce à quoi on donne du sens, avec ce qui a de l'importance pour soi, et avec ses aspirations, son projet professionnel mais aussi personnel, et de voir les choses comme un tout et comme un projet de vie, pas seulement comme un projet professionnel. Et justement, on entend souvent des gens autour de nous dire que ils veulent entreprendre des changements radicaux. Ces dernières semaines, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une montée en puissance encore plus de cette envie de changement. Au final, il y a un peu moins de monde qui passe concrètement à l'action. Selon toi, quels sont les freins mentaux qui empêchent l'humain dans ces projets ? Écoute, nous, les grands freins mentaux qu'on observe et qu'on voit vraiment de manière très présente chez les 4500 personnes qui sont passées par notre programme Fais le bilan calmement, qui est une alternative innovante au bilan de compétences classiques. Il y en a plusieurs, mais dans ceux qui reviennent très souvent, il y a clairement la peur de l'échec. Le fait de se dire tant que je fais rien, d'une certaine manière je risque pas de réussir, mais je risque pas d'échouer non plus, et si je me lance dans quelque chose et que je me lance dans un projet, bien sûr je prends le risque que ça marche pas ou que ça marche pas comme j'avais prévu. Donc ça, c'est la première chose. Derrière, mais c'est très associé, je pense qu'il y a la peur du regard de l'autre et de ce que pourrait penser l'entourage. Et là encore, nous, on a beaucoup de participants qui nous disent non, mais du coup, mon compagnon, mon conjoint, mes parents, mes amis, comment est-ce que ils vont percevoir le projet sur lequel je travaille, etc. Et puis, ce qui revient souvent aussi, il y a la peur financière. Et sachant que évidemment l'enjeu de la contrainte financière est une contrainte réelle qu'il ne s'agit pas du tout de nier, et nous c'est un sujet qu'on aborde très concrètement chez Switch et dans notre programme Fais le bilan calmement. En revanche, on se rend compte que souvent le sujet c'est pas tant un sujet purement financier que un problème de rapport à l'argent et de peur et de fantasmes qu'on projette sur l'argent, et qui souvent nous sont hérités de fantasmes familiaux, de la place que l'argent pouvait avoir dans la famille, de ce qu'on y projette dans notre famille, de ce que ça représente pour nos parents. Et en fait, d'aller détricoter ces croyances par rapport à l'argent, c'est absolument fondamental, parce que l'argent, ça a l'air tout bête, et surtout dans la société française, mais c'est un sujet qui cristallise aussi beaucoup de choses. Donc c'est ça qui me vient là, l'échec, le regard des autres, ça va ensemble, et puis la peur financière, par rapport il y en a à l'argent. plein d'autres évidemment.
Dans chacun de nos podcasts, l'invité souhaite poser une question à sa sista et Alexandre, il se demandait si tu avais pu identifier dans les dizaines de promos que tu as vu passer la qualité à retenir pour se lancer dans un switch avec succès. Merci Alex pour cette question, mais c'est une très bonne question, j'adore cette question. La qualité, écoute, ce qui me vient, déjà, moi, la qualité, parce que souvent on nous dit, mais est-ce qu'il y a un trait commun à tous les gens qui font votre programme? Et moi, je dis souvent, en fait, c'est des gens qui ont des parcours hyper variés, qui viennent en général de tout secteur, et c'est ça qui fait la richesse du programme, de tous âges, etc. Mais ils ont un point commun, c'est que ce sont des gens curieux. Ce sont des gens curieux qui s'intéressent à plein de choses et qui ont envie, en fait, de participer et de contribuer au monde tel qu'il est en train de se transformer. Et le deuxième trait commun, mais du coup, ça pour répondre de manière complète à la question d'Alex, c'est que c'est souvent des gens qui manquent un petit peu de confiance en eux. Et donc, je pense que si tu fais un petit combo curiosité, ouverture sur le monde et travaille sur sa confiance, sur la confiance en soi, là, tu as un combo gagnant pour réussir un projet, un switch, quel qu'il soit. Donc, on peut dire à tous nos éditeurs qui sont curieux et qui en veulent entreprendre un switch, de foncer sur Switch Collectif pour voir tous vos programmes. Exactement. On sera ravis de les accueillir. Eh bien, merci beaucoup, Clara, et à très bientôt. Merci, Solène. À bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.